Bonjour. Pour le cours 20, aujourd'hui, on commence à parler des miroirs courbes. Il faut savoir que cette matière-là va s'étendre sur deux cours, là, les cours 20 et 21. Fait qu'aujourd'hui, je présente plus là, des notions, de la théorie. Je vais faire un exemple, puis on va commencer des exercices, puis ça va être poursuivi dans le cours 21 avec beaucoup plus d'exercices et d'exemples. Donc, on va passer deux cours sur cette matière-là. Alors, on a un exemple ici d'un miroir convexe. Donc, quand on parle de miroir courbe, on parle de miroir soit convexe, ce qui veut dire que la partie réfléchissante est bombée vers l'extérieur, ou encore un miroir qui serait concave, ça, ce serait la partie réfléchissante qui est creuse. Donc, dans le cas d'un miroir convexe, là, je le montre en exemple parce qu'on le voit souvent dans les commerces. Ça permet à la personne qui travaille d'avoir un bon champ de vision dans les allées. Donc, le principe, c'est que le miroir convexe va capter des rayons environnants sur une plus grande surface qu'un miroir qui serait plan. Puis ça fait en sorte qu'on a justement plus d'éléments qui apparaissent dans l'image, mais en contrepartie, c'est sûr que l'image va être un peu plus petite. Mais ça donne un bon champ de vision très large. Quand on parle d'un miroir sphérique, il s'agit dans le fond on peut imaginer une sphère qui serait faite en miroir, puis on en prélève un morceau. OK? Donc, le miroir sphérique, c'est une petite partie d'une sphère. Là, j'ai déjà parlé des deux types de miroirs, donc on va parler du concave en premier. Ici, on voit un miroir concave, donc la surface réfléchissante ici est creuse. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le centre de courbure du miroir. Donc, c'est le centre de courbure du miroir, c'est comme si on prenait le miroir puis on imaginait toute la sphère que le miroir aurait faite s'il n'avait pas été découpé. Puis là, le centre de courbure, c'est le point milieu de cette sphère imaginaire-là. On peut aussi parler du rayon de courbure. Ce serait la distance du centre de courbure, bien sûr, jusqu'à la paroi du miroir. Donc, quand on projette des rayons lumineux sur un miroir concave, ce qu'on observe, c'est notre source de lumière est lointaine. Okay? Une source de lumière lointaine, quand que notre source de lumière est très éloignée, on reçoit les rayons tous à peu près au même angle sur une petite surface. Donc, c'est le cas ici. Donc, les rayons y arrivent de façon toute parallèle vers le miroir quand la source est loin. Fait qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On observe que tous les rayons qui vont réfléchir sur la surface du miroir, en obéissant bien sûr à la loi de la réflexion, vont réfléchir en un point précis. Quand que les rayons réfléchis sur un miroir se focus, disons, sur un point réel dans l'espace, on dit que ça va produire une image. À ce moment-là, cette image-là est réelle. Donc, lorsque les rayons réfléchis se rencontrent après la réflexion. Ce point-là ici, où est-ce que l'image réelle, on appelle ça le foyer ou le point focal de notre miroir. Puis là, quand on parle de la distance focale, ça va être la distance entre ce point-là et la surface du miroir. Donc, on constate que pour un miroir concave, le point focal, c'est une image réelle. Si on compare avec le miroir qui est convexe, donc on descend plus bas, la surface est bombée vers l'extérieur, la surface réfléchissante. Donc, les rayons provenant d'une source lointaine, ceux-là vont être réfléchis de façon un peu en éventail, ce qui fait que c'est comme si les rayons réfléchis provenaient d'un endroit où il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire que notre point focal pour un miroir convexe est une image virtuelle. Excusez si vous entendez, mon chien est à côté de moi. Maintenant, si on a un miroir concave, vous voyez ici, c'est une expérience, une vraie expérience, où est-ce qu'on a des rayons qui arrivent, disons, d'une source lointaine. En fait, c'est fait par une boîte à rayons. Là, c'est un instrument un peu artificiel, mais on voit les rayons qui arrivent de façon parallèle sur le miroir, puis qui sont réfléchis au point focal. Ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que si on prolonge la sphère faite par le miroir, ou ici le cercle, là, vu que c'est une vue de côté, puis qu'on localise le centre, okay, le centre de courbure, à ce moment-là, on peut s'apercevoir que, premièrement, j'ai déjà dit, la distance entre le centre de courbure et la surface du miroir, c'est le rayon de courbure, mais que la distance focale est environ à la moitié du rayon de courbure. Donc, je dis environ, mais on va supposer ici que c'est une égalité parfaite. Donc, on va commencer par définir ça comme la première équation qu'on va utiliser pour les miroirs sphériques. Donc, le F, qui est la distance focale, c'est le rayon de courbure du miroir divisé par 2. Dans la réalité, on ne va pas vraiment
tracer le miroir comme on vient de le faire ici. C'est plutôt quelque chose qu'on va peut-être calculer, le rayon de courbure ou la distance focale, ou encore ça va être une donnée qui va vous être fournie. Maintenant, je vais juste faire une petite parenthèse sur les miroirs sphériques versus les miroirs paraboliques. Les miroirs sphériques, en réalité, produisent pas des images parfaitement nettes. Si je recule à l'image précédente, je ne sais pas si vous remarquez que les rayons ici qui ont été réfléchis plus proches, disons, du milieu, sont arrivés à un point bien précis. Mais quand on s'éloigne du milieu ici, les rayons qui réfléchissent arrivent un petit peu à côté. Ça génère un peu une image donc qui n'est pas parfaitement nette. Donc les miroirs sphériques vont occasionner le phénomène qu'on appelle l'aberration sphérique. Plus qu'ils sont courbés, plus que c'est présent. Fait que l'image n'est pas parfaitement nette. Une façon d'avoir une image vraiment parfaitement nette, c'est d'avoir un miroir qui est plutôt une partie d'une parabole, donc un miroir parabolique. Ces miroirs-là sont beaucoup plus coûteux, sont beaucoup plus difficiles à fabriquer, donc c'est pas souvent utilisé dans la vie courante, mais lorsqu'on veut faire des mesures précises ou des observations précises, par exemple avec les télescopes, souvent on va avoir recours à des miroirs paraboliques. OK? Fait qu'à ce moment-là, les images vont être moins déformées, moins floues, là, beaucoup plus nettes lorsqu'on a un miroir parabolique. Mais on va juste généraliser comme miroir courbe parce que les propriétés vont être les mêmes. OK, maintenant je vais vous montrer comment on trace. Là, c'est comme une façon, on trace les rayons principaux qu'on dit là. Donc, je vais vous montrer 3 types de rayons qui se comportent toujours de la même façon lorsqu'ils réfléchissent sur un miroir courbe. Puis, ils vont nous permettre de trouver les caractéristiques de l'image. Donc, c'est une façon d'aller chercher les caractéristiques de l'image à main levée si on ne fait pas de calcul. Mais ça aide aussi à comprendre qu'est-ce qui se produit, comment l'image, elle se fait. Donc là, ici, j'ai fait un schéma. Là, remarquez que mon miroir, il n'a pas l'air courbe du tout. La raison, c'est que quand on fait un tracé de rayons, les rayons que je vous fais tracer, c'est comme des rayons qui sont proches de, on pourrait dire, l'axe principal, la ligne horizontale ici. C'est comme si on zoome sur le centre du miroir. Fait que ça fait en sorte que si on zoome beaucoup, ben, la courbure du miroir devient moins prononcée. C'est pour ça que dans nos tracés, on va juste faire une ligne droite, ce qui va nous donner des résultats aussi bons, mais dans le fond, on va avoir plus de facilité à dessiner. Mais là, vous allez peut-être vous demander, ben, comment qu'on peut savoir si ça, c'est un miroir concave ou convexe? Il est droit. Je vais revenir en arrière pour vous montrer que les rayons qui arrivent devant un miroir concave vont réfléchir à un foyer réel en avant du miroir. Donc, quand on a un miroir concave, le foyer il est devant la surface réfléchissante du miroir. Si on compare au miroir convexe, le foyer était derrière. Le centre de courbure, c'est la même chose. Fait que quand que j'arrive avec un tracé de rayon, ben si j'ai placé mon objet ici du côté gauche de l'image, ça veut dire que la surface réfléchissante ici, elle est devant l'objet. Okay? J'ai sûrement pas placé mon objet derrière le miroir. Alors, à ce moment-là, si le miroir est concave, ça veut dire que le foyer doit être devant la surface réfléchissante. Donc là, ce que je veux faire, c'est vous montrer un premier cas où l'objet est placé assez loin du miroir, donc plus loin que la distance focale et même plus loin que le centre de courbure. On va voir qu'est-ce que ça génère comme image à partir des 3 rayons principaux. Donc, le premier rayon qu'on va tracer, c'est un rayon qui va aller horizontalement vers le miroir. Ça, on l'a vu tantôt, lorsque ça provenait d'une source lointaine, si le rayon est horizontal, ben, il réfléchit en passant par le point focal. Remarquez que l'objet il envoie des rayons dans toutes les directions. Okay? Mais là, on trace seulement les rayons qu'on sait facilement comment ils vont se comporter. Donc, ça, c'est le premier rayon. Il est horizontal, ensuite, il réfléchit par rapport à notre point focal. Le deuxième rayon, ben, c'est le contraire, qui va se diriger vers le point focal, puis ensuite, il va réfléchir de façon horizontale. Donc, déjà, on a nos 2 rayons qui ont réfléchi ici, qui se rencontrent en un point. On pourrait dire qu'on a localisé l'image présentement, mais je vais vous montrer un 3e rayon qu'on peut faire. Donc, si une question vous est demandée où on demande le tracé de rayon, mais on ne précise pas de faire les 3 rayons, vous pourriez localiser l'image avec seulement 2, mais à condition de ne pas se tromper. Fait qu'en faire un 3e, ça peut être une façon de se vérifier.
mais disons que c'est pas obligatoire si c'est pas précisé de faire 3 rayons. Donc le troisième rayon, qu'on sait comment il va se comporter, c'est un rayon qui passe par le centre de courbure. Ce rayon-là va réfléchir exactement sur lui-même. Donc, les rayons qui nous intéressaient, c'est des rayons qui provenaient du sommet de l'objet. Pourquoi? C'est parce qu'on veut savoir si le sommet de l'image est au-dessus ou en dessous de notre axe principal. Ça va nous dire si l'image est à l'envers ou à l'endroit. Donc là, on se retrouve en dessous de notre axe principal. Ça va être le sommet de l'image. La base de l'image va se trouver à l'axe principal. Donc, j'ai mis l'image ici en vert. Fait qu'on peut conclure, on peut aller relever 3 caractéristiques d'après notre tracé de rayon. La nature de l'image, premièrement, on peut dire qu'il s'agit d'une image réelle. La raison, c'est que les rayons réfléchis convergent en un vrai point dans l'espace. Okay? Ils ne semblent pas provenir d'un endroit où il n'y a pas de lumière. Ils s'en vont vraiment focusser en un point où il y a de la lumière. Donc, c'est une image réelle. Cette image-là, on constate qu'elle est plus petite que l'objet, ou on pourrait dire aussi le terme réduite, et elle est inversée ou renversée par rapport au sens de l'objet. Maintenant, je veux vous montrer, ça c'est un miroir concave. Bien, les miroirs concaves peuvent générer plusieurs types d'images différentes. On va aller regarder un autre cas. Alors, si j'approche l'objet très proche du miroir, donc là, je suis entre le point focal et la surface du miroir concave. C'est toujours un miroir concave puisque la surface réfléchissante est devant l'objet, puis le foyer est de ce côté-là aussi. J'ai pas mis le centre de courbure, on va s'en tenir à 2 rayons pour ce tracé-là. Mais on pourrait toujours mettre le centre de courbure au double de la distance ici entre le miroir puis le F et s'en servir. On pourrait faire ça. OK, alors notre premier rayon, on a dit, il part horizontalement vers le miroir. Puis là, il va réfléchir en passant par le foyer. OK? Le deuxième rayon, bien là, si je l'envoie vers le foyer, il ne va jamais aller au miroir. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend notre règle, puis on l'enligne par rapport à notre point focal, mais sa direction, c'est vers le miroir. Donc, on a dit, premier rayon, c'est horizontal, ensuite point focal. Deuxième rayon, c'est point focal, ensuite horizontal. Alors, nos rayons ici ne sont pas convergents. Ils s'éloignent l'un de l'autre après avoir réfléchi. Ça veut dire qu'on a un cas d'image virtuelle ici. C'est un peu comme quand on avait le miroir plat. Donc, comment on peut localiser l'image? Bien, l'image est située à l'endroit d'où semblent provenir les rayons réfléchis. Donc, on les prolonge avec un pointillé. C'est important ici de mettre des pointillés de l'autre côté du miroir parce qu'il n'y a aucun rayon qui se rend dans cette région-là. Donc, on utilise des lignes pleines pour les rayons, puis des pointillés pour le reste. Fait qu'ici, nos rayons semblent provenir de ce point-ci, ce qui serait le haut de l'image. Donc, on trace notre image, et là, on constate qu'elle est à l'endroit, contrairement à tantôt. Donc, l'image, comme on a dit, elle est de type ou de nature virtuelle. Elle est droite ou à l'endroit, et elle est agrandie par rapport à l'objet. Donc, on vient de voir que pour un miroir concave, il est possible d'avoir soit des images réelles ou même des images virtuelles. Le foyer du miroir concave, il est réel, mais les images qu'on peut obtenir, elles, peuvent varier dans leur type. Fait que ça, c'est quelque chose que, dans le fond, il faut aller vraiment soit faire les calculs ou faire le tracé de rayon pour vérifier. Mais on peut aussi développer des grandes catégories. Dans le fond, ici, là, tant et aussi longtemps que j'ai placé mon objet entre le F et le miroir, les caractéristiques générales vont être celles-ci, virtuelle, droite, agrandie. Puis si je reviens au précédent, tant que je plaçais mon objet plus loin que le C, j'aurais toujours une image réelle plus petite inversée. Donc, c'est comme s'il y a des zones ici. Okay? Il y a une zone où est-ce que l'objet est plus loin que C, ça génère un type d'image. Si l'objet est entre C et F, on va obtenir un autre type d'image. Et si l'objet est plus proche que le F, encore une fois, ben là, c'est le type d'image qu'on vient d'obtenir ici. Alors voilà. Maintenant, on va aller faire un cas pour le miroir convexe. La bonne nouvelle avec le miroir convexe, c'est que peu importe où est-ce qu'on place l'objet devant le miroir, on va obtenir la même sorte d'image en termes de caractéristiques générales. C'est sûr que les détails comme la grandeur exacte, ça va varier dépendamment où on l'a mis. Donc, ici, on a affaire à un miroir convexe parce que la surface du miroir, sa surface réfléchissante est du côté de l'objet, mais là, notre foyer, notre centre de courbure sont de l'autre bord.
OK? Donc, c'est un foyer virtuel. Alors, on trace nos rayons. On va suivre les mêmes grandes lignes, sauf qu'il faut garder en tête qu'il n'y a jamais de rayon qui traverse un miroir. C'est opaque. OK? Ça réfléchit. Donc, il n'y aura aucune ligne pleine à droite. Alors, si je commence avec le rayon 1 qui part horizontalement, bien là, je ne peux pas le faire passer par le point focal. Encore une fois, on prend simplement notre règle. On s'enligne on place notre règle pour qu'elle rejoigne le point focal puis l'endroit où le rayon est arrivé sur le miroir. Puis là, on fait réfléchir le rayon selon cet angle-là. J'ai mis un petit pointillé ici pour montrer là, comment c'est aligné. Maintenant, le deuxième rayon, lui, va partir en direction du point focal. OK, alors on se place avec la règle, mais il arrête au miroir parce qu'il va réfléchir horizontalement à partir de cet endroit-là. Le troisième rayon, c'est un rayon qui pointe vers le centre de courbure. Lui, il va revenir sur lui-même. Là, vous voyez, j'ai mis des pointillés différents. La raison, c'est que pour localiser l'image, ici, on voit qu'on a une image virtuelle parce que nos rayons ne se rencontrent pas après leur réflexion. Mais là, ça pourrait mélanger certaines personnes parce que nos rayons, notre prolongement pointillé ne se rencontre pas partout. Mais le prolongement où est-ce que les pointillés sont les plus petits, lui, il n'est pas utile pour localiser l'image. La raison, c'est que ce n'est pas un rayon qui réfléchit celui qui était dans cette orientation-là. C'est un rayon incident au miroir. Le rayon réfléchi, c'est lui qui nous indique la position de l'image. Donc là, je dois rajouter un autre pointillé ici, horizontal, au niveau du rayon qui a réfléchi horizontalement. Là, ça marche. On voit que tous les rayons réfléchis semblent provenir de cet endroit ici, qui est la position du sommet de l'image. Donc, si on regarde les caractéristiques de l'image formée par un miroir convexe, qui sont toujours les mêmes, peu importe où est-ce qu'on place l'objet en avant, même si c'est loin ou proche. C'est toujours une image droite, virtuelle et plus petite que l'objet. Une généralité qui va ressortir, c'est qu'une image virtuelle est toujours allant droite, puis une image réelle est toujours inversée, dans les cas qu'on va voir dans le cadre du cours. C'est pratique. Pensez, si vous voulez vous rappeler de ça, que quand on se regarde dans le miroir de la salle de bain, ce qu'on regarde, c'est une image virtuelle, puis est à l'endroit. OK? Donc, c'est une chance parce que sinon, ce ne serait pas pratique pour, disons, se regarder dans le miroir, se peigner les cheveux, etc. OK. Fait que image virtuelle à l'endroit, image réelle à l'envers. C'est important parce qu'on va avoir une convention de signes par rapport à nos valeurs numériques pour le sens des images, pour leur nature aussi. Avant d'en parler, je vais vous montrer les deux équations. Bien, on a déjà vu celle reliant le foyer puis le rayon de courbure. Donc, la distance focale, c'est la moitié du rayon de courbure. On l'a vu tantôt. Mais on va ajouter deux équations, même trois à ça. Je dis deux parce qu'il y en a une que c'est le grandissement, mais elle a deux versions. Commençons par la première ici. Donc, la première nous fait, par exemple, on peut trouver à quelle position va se former l'image si on connaît la position de l'objet puis la distance focale du miroir. C'est un exemple, là, mais ça pourrait être un autre ordre dans ce qui est fourni comme information puis qu'est-ce qu'on cherche. Mais donc, DO, c'est la distance entre l'objet et le miroir. DI, c'est la distance entre l'image et le miroir. Puis F, c'est la distance focale. Donc, ça, c'est la première équation pour nos miroirs. On va voir tantôt comment traiter ça sur la calculatrice parce que si on se met à faire ça à la main, là, bon, il y en a qui vont essayer de faire des dénominateurs communs. Ça permet un calcul plus exact, c'est parfait, mais c'est long. Puis, il y en a aussi qui vont juste taper ça sur la calculatrice, puis là, noter le chiffre, mais c'est souvent des très petits chiffres avec bien des décimales, fait que c'est long à écrire, puis si on n'est pas précis, ben on a une réponse pas précise à la fin. Fait que je vais vous montrer comment calculer ça comme un peu one shot, excusez l'expression, là, sur la calculatrice. L'autre équation, c'est le grandissement. Donc, le grandissement, ça se définit comme la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. Puis, on peut aussi calculer la même valeur si on prend moins la distance de l'image sur la distance de l'objet. Donc, il y a un moins ici qui n'a rien à voir avec si l'image est réelle ou virtuelle. C'est un moins qui est dans l'équation. Si on a une image virtuelle, bien, la valeur de DI va être négative. Fait que là, on va faire un moins fois un moins. OK? Fait qu'il faut vous garder le bon signe dans la valeur DI s'il est négatif ou positif.
La signification du grandissement G, je vous donne 2 exemples ici. Okay? Si G, c'est plus grand que 1, c'est que l'image est agrandie. Comme si G égale 2, ben, l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Alors que si G est plus petit que 1, par exemple G égale 0,5, ce serait une image plus petite, donc la moitié de la taille de l'objet. Je n'ai pas parlé du négatif, mais si l'image est à l'envers, le grandissement va être négatif. Okay? Donc, si on avait G égale moins 2, bien, on aurait une image 2 fois plus grande, sauf qu'elle serait à l'envers. Donc, la convention de signe maintenant. Si on a une image qui est à l'endroit, la valeur de la hauteur image, HI, va être positive. Si on fait un calcul et on trouve que la hauteur image est négative, ça veut dire que l'image est à l'envers. Si vous savez que l'image est à l'envers, puis on vous indique sa taille, disons, est 3 cm, dans le calcul, il va falloir que vous pensiez à mettre moins 3 cm si vous savez qu'elle est à l'envers. OK? Fait qu'il faut faire attention parce que quand on donne une taille dans un exercice ou on donne une distance, on ne précise pas toujours le signe. Des fois, c'est donné en valeur absolue. Maintenant, pour la distance image miroir DI, on l'a déjà mentionné, mais quand l'image est réelle, cette distance-là est positive. Quand l'image est virtuelle, cette distance-là est négative. Puis la distance focale aussi, on a vu que le foyer d'un miroir concave, c'est un foyer réel. Donc le F, il est positif quand le miroir est concave, alors que le F va être négatif si le miroir est convexe. Donc, très important, quand vous faites un exercice, si vous travaillez avec l'équation du miroir, courbe, ben, il faut que vous faites attention au signe de F, parce que si vous mettez toujours un F positif, c'est comme si vous travaillez seulement avec des miroirs concaves. Okay? Fait qu'il faut faire attention à ça. Là, je reviens sur l'utilisation de la calculatrice pour l'équation des miroirs courbes. Okay? C'est plus rapide et c'est plus précis. Donc, je vous invite à faire un petit test. Sortez votre calculatrice, puis mettre pause. On va regarder quel bouton on a besoin, etc. Fait que sur votre calculatrice, si vous avez un modèle similaire à celui-ci, on cherche un bouton X à la moins 1. Ce qu'il fait, ce bouton-là, il fait 1 sur la valeur X. Vous avez peut-être un modèle un peu moins commun où est-ce qu'il y a carrément un bouton 1 sur X. Si vous avez ça, ben c'est la même chose. Puis ça se peut aussi que votre X à la moins 1 soit en deuxième fonction. Fait que si vous ne le trouvez pas sur les boutons, regardez au-dessus. Fait qu'il faudrait peut-être faire Shift plus le bouton. OK? C'est moins fréquent, mais ça peut arriver. OK. Fait qu'on y va avec un test. Disons, on connaît la distance objet qui est 12 cm. Donc, on a placé l'objet à 12 cm du miroir. Puis là, on se rend compte qu'on a une image à 5 cm du miroir, mais négative. Donc, ça, c'est une image virtuelle. On veut trouver la valeur de la distance focale. Fait qu'on met nos chiffres dans notre équation. Bon, première étape, quand même, vous écrivez l'équation avec les valeurs là, que vous allez pitonner sur la calculatrice. Après ça, je vais mettre d'autres étapes, là, mais un coup que vous avez mis votre équation comme ça, techniquement, si vous êtes capable de le faire sur votre calculatrice sans rien noter d'autre, puis vous arrivez à la réponse, vous pourriez tout de suite passer à la réponse. Je veux juste ici vous expliquer qu'il est peut-être plus facile de pitonner sa calculatrice si on met le moins entre les deux. C'est équivalent ici de faire 1 sur 12 plus 1 sur moins 5. C'est la même chose que faire 1 sur 12 moins 1 sur 5. Donc, je vais le pitonner comme ça. Donc, comment on va faire ça? On va appuyer successivement sur les boutons suivants. Le 1, le 2 pour faire 12. Puis là, on va faire votre bouton X à la moins 1 ou encore votre bouton 1 sur X. Là, vous venez de faire 1 sur 12. Vous continuez. On fait moins. Ensuite, on fait 5 avec le bouton X à la moins 1. Donc, remarquez que je n'ai pas encore fait de égal. Ce n'était pas nécessaire de faire un égal avant cette étape-là, en tout cas pas pour mon modèle de calculatrice. Là, maintenant, je fais le égal. OK? Fait que ce que j'ai fait, c'est 1 sur 12 moins 1 sur 5. Si je fais égal, j'obtiens moins 0,16666. OK? Ça, ce n'est pas encore notre réponse. Regardez l'équation, là, ça va nous donner 1 sur F. Nous, on veut F. Donc, il va falloir réinverser encore notre réponse. Alors, revenez pas à 0, effacez pas votre écran. On va simplement refaire le bouton X à la moins 1, puis égal. Ça devrait utiliser votre réponse que vous venez d'avoir, puis faire 1 sur elle. Donc, si ça fonctionne, donc essayez-le, vous devriez obtenir, pour les valeurs qu'on avait, une distance focale de moins 8,57 cm.
Toujours, on s'assure que nos unités ici, de nos deux informations qu'on a mises dans l'équation, étaient compatibles. Puis là, on va obtenir, c'est-à-dire une réponse avec les mêmes unités. Donc, j'espère que c'est clair. C'est sûr qu'au début, ça peut peut-être paraître plus compliqué, mais vous allez vous habituer, puis vous allez faire ça en 5 secondes bientôt. Vous allez voir. OK, fait que je vais faire un exemple avec vous qui était parmi les exercices à faire pour le cours. Puis après ça, je vais vous laisser travailler sur des exercices. Donc, l'exemple ici qu'on va faire, c'est l'exemple numéro 11 de la page 60, les lettres A à D. Ce qu'on a, c'est un dentiste qui utilise un miroir pour examiner la dent d'une patiente. Donc, le miroir se trouve à 1,2 cm de la dent. Donc, ça, c'est la distance entre l'objet observé qui est la dent, puis le miroir. Alors, on note ça ici. J'ai écrit DO égale 1,2 cm. On nous dit aussi, l'image se forme à 9,25 cm derrière le miroir. Une image qui se forme derrière le miroir à un endroit où il n'y a pas de rayon, c'est une image virtuelle. Donc là, c'est pas comme vraiment dit dans le texte, mais on doit penser à mettre une valeur négative à cette distance image-là parce qu'on sait qu'elle est virtuelle. Donc, ça vous montre un peu le genre de détails auxquels il faut faire attention. Puis, si on oublie le signe négatif ici au 9,25 cm, on ne va pas juste avoir la réponse du signe contraire, là. On n'aura juste carrément pas la même réponse parce que le calcul n'est pas totalement direct, là. OK, donc ça, c'est nos informations de départ. On va utiliser l'équation des miroirs. Bien, on demande en A, quelle est la longueur focale du miroir? Donc, c'est ça. Avec l'équation 1 sur distance objet plus 1 sur distance image égale 1 sur F, on va pouvoir le trouver. Donc, je pars avec cette équation-là. Là, on va pitonner en premier 1 sur 1,2 moins 1 sur 9,25. Donc, moi, je vais mettre le moins là, à la place du plus, puis je vais l'enlever du dessous. Bon, faites-le sur votre calculatrice. Donc, 1,2, bouton x à la moins 1, moins 9,25, bouton x à la moins 1, égale. OK? Ça donne le côté gauche de l'équation. Vous devriez arriver à 0,725. Ça, c'est 1 sur la distance focale qu'on cherche. Donc, si c'est encore affiché sur votre écran, vous refaites juste le bouton X à la moins 1 égale, puis là, vous obtenez la distance focale. Donc, c'est un miroir qui a une distance focale de 1,38 cm. Ça veut dire que, bon, on a calculé, puis on a obtenu un positif. Ça veut dire que le miroir, il est concave. OK? On a vu que les miroirs concaves, ils ont une distance focale positive. Avant d'avoir fait le calcul, on n'était pas certain. Fait que ça va être parmi les... c'est la question 2. OK? Donc, question B, le miroir est concave parce qu'on a obtenu la distance focale positive. On demande en C, est-ce qu'il s'agit d'une image virtuelle ou réelle? C'est un peu bizarre que cette question-là soit demandée à cette étape-ci parce qu'il a fallu qu'on déduise que l'image était virtuelle pour commencer le problème. Bien, elle est virtuelle, évidemment. Dernière question de l'exemple, c'est quel est le grandissement de l'image? Que signifie cette donnée? Donc, on va sauter la question E. Pour D, le grandissement de l'image, on a deux possibles équations. Okay? Soit on peut faire la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet, ou encore moins la distance image sur la distance de l'objet. On n'a pas la hauteur de la dent puis la hauteur de son image. Fait qu'on va prendre la partie à droite de l'équation. Alors, je vais faire moins la distance image qui est moins 9,25 divisé par la distance objet au miroir 1,2. C'était les mêmes unités, centimètre sur centimètre, fait que c'est beau. Les moins s'annulent. On obtient donc que l'image est à l'endroit parce que c'est un positif, le grandissement. Puis, on obtient 7,71 comme grandissement. Remarquez qu'il n'y a pas d'unité, le grandissement, parce qu'on a divisé des centimètres par des centimètres. Donc, il n'y a jamais d'unité. C'est une réponse qui a du bon sens. Là, si, mettons, on est dans un examen, bien, un dentiste, on ne veut pas un miroir qui va rapetisser la dent. Là, on veut un miroir qui grossit bien. Fait que ça aurait du bon sens, là, un grandissement de 7,7. OK? Donc, c'est ça. On demande que signifie la valeur. Donc, c'est pas mal ça. L'image est 7,7 fois plus grande, puis elle est à l'endroit. Alors, pour l'exemple, ça va être ça. Ça vous montre un peu comment travailler. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir des tracés de rayons à faire, puis commencer à essayer de maîtriser un peu l'utilisation des équations des miroirs.
Donc, n'oubliez pas, il y a 3 équations. On n'a pas ramené celle du début, mais il y a toujours le foyer F égale rayon de courbure sur 2, en plus du grandissement, puis l'équation là, 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Les lectures à faire aujourd'hui, c'est les pages 48 à 56. Il y a plus de tracés de rayons dans ces pages-là, fait que ça pourra vous aider à compléter les exercices. Puis, les exercices à faire sont listés ici. Je vous affiche aussi les réponses. Donc, voici les réponses. C'est en 2 pages. Les numéros 1 à 10 ne sont pas tous à faire. Là. Vous regarderez comme il faut la liste. Puis, numéros 12 et 13.